Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin pour un nouveau webinaire, ce matin qui est consacré au CSE. Et pour m'accompagner ce matin, donc sur une matinale qui va durer une heure et demie, je reçois Solène et Elisabeth. Elisabeth, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, Elisabeth Gorgé, juriste droit social chez SLIB. Solène. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc Solène Lenavieuse, moi je fais partie de l'équipe commerciale au sein de SLIB et donc j'accompagne mes clients dans le cadre de l'organisation de leurs futures élections. Super. Donc on va aborder différents sujets ce matin. Je crois que c'est Solène qui va tout d'abord nous parler de tous les éléments de planning, en fait, de calendrier. Donc, on va commencer par cette partie. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous poser toutes vos questions au fil de l'eau. On les prendra en continu. Alors, peut-être avant de démarrer, on va vous poser une petite question de démarrage que je vais vous poser tout de suite. Parce que SLIB est spécialiste des élections, notamment par voie électronique. Donc, question, est-ce que vous avez déjà, vous, organisé des élections par voie électronique? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je vois qu'on est déjà 60-70 présents, donc n'hésitez pas à répondre. On me dit dans le chat, c'est un projet pour 2023. Là, j'ai 45 personnes qui ont répondu pour l'instant. 47. Projet pour 2023 également, pour 2023. OK. Pour décembre 2022, pour 2023, oui, donc il y a beaucoup de... Vous posez beaucoup de questions sur cette mise en place. Alors, je partage les résultats. Donc, vous êtes quand même plutôt majoritaire à ne pas avoir mis en place le vote électronique. Bon, ce qui ne me surprend pas, sinon vous ne seriez pas là. Et puis la deuxième question qu'on se posait pour ceux qui sont en recherche, est-ce que vous avez déjà choisi votre prestataire pour vos prochaines élections? Il y a Diane qui demande à partir de quel effectif ça devient nécessaire de passer au vote électronique. Tu veux répondre, Elisabeth? Oui, alors du coup, je peux répondre à cette question. Donc, l'effectif qui impose à l'employeur d'organiser ces élections, c'est au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. À partir de ce seuil, il faut organiser ces élections CSU. Mais est-ce qu'il y a obligation à passer au vote électronique? Il n'est pas nécessaire d'organiser les élections par voie électronique. Elles peuvent se faire par voie papier, couplée avec du vote par correspondance, et également par voie électronique, ce qui facilite nécessairement l'organisation de l'élection. Ouais, en fait, c'est surtout une question de performance et de rapidité. Parce que le vote par correspondance est beaucoup moins suivi que le vote électronique, j'imagine. Le vote électronique permet en plus de prévoir une période de plusieurs jours pour pouvoir voter. Et il est possible de voter à distance. Le voteur n'est pas obligé de se rendre sur un site en particulier. C'est aussi assez agile comme mode de vote. Et je rebondis sur le commentaire de Sabrina qui indique qu'il n'y a pas de minimum. Effectivement, il n'y a pas de minimum. Aujourd'hui, on organise des scrutins par voie électronique dans tout type d'entreprise. Ça va de 11 à des milliers de votants. Donc, non, il n'y a pas de minimum, ni de maximum d'ailleurs. Ça marche. Bon, vous êtes à peu près les 2/3 pour l'instant à ne pas avoir encore choisi de solution pour fin 2022 ou 2023. Alors, on va démarrer.
par le calendrier électoral. Et je vais laisser la parole à Solène. Oui, très bien. Merci Christophe. Donc, je pense qu'on s'est présenté. On va passer effectivement au sommaire. On vous propose d'aborder différents sujets. Les grandes étapes effectivement du vote électronique qui passe par la signature et la négociation de plusieurs documents. Comment se passe ensuite la préparation d'un scrutin par voie électronique? Quelles sont les modalités d'envoi? Vous verrez, il y a différents canaux de communication. On s'attardera également sur le vote et le dépouillement du vote électronique et ensuite on passera aux questions-réponses. Mais comme tu l'as dit, Christophe, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors, concernant la première étape, on vous a fait effectivement un rappel des grandes étapes du calendrier électoral, plutôt là basé sur un cadre réglementaire et légal. Qui indique différentes étapes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va vraiment se baser sur la date du premier tour. Je le rappelle, la date du premier tour des élections doit être organisée dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats. Donc, on va vraiment s'appuyer finalement sur cette date-là. Le premier tour des élections doit aussi être organisé dans les 90 jours maximum qui suivent l'information du personnel. Et ensuite, vous avez différents délais qui s'affichent à l'écran, notamment donc 15 jours minimum. Ça, c'est le délai entre le moment où vous invitez vos organisations syndicales à négocier et la première réunion de négociation. 15 jours également maximum entre la durée du premier tour et du second tour. Et ça, peu importe finalement le mode de scrutin que vous mettez en place. Donc ça, on est plutôt effectivement sur les aspects légaux et réglementaires. L'idée, c'est de pouvoir effectivement construire avec vous un calendrier électoral qui prend effectivement en compte ces aspects réglementaires, mais aussi tous les aspects techniques relatifs à la mise en place du vote électronique. Donc, c'est pour ça, Christophe, qu'on a préparé ce slide qui présente effectivement les différentes étapes clés. On les a scindées en 4 parties. On y reviendra effectivement plus dans le détail avec les slides qui suivront. En gros, c'est effectivement la première étape qui est la préparation des élections. La deuxième étape qui est la formation et le scellement. Alors là, on y reviendra par la suite, mais là, c'est vraiment une recommandation forte de la CNIL qui nous impose effectivement, dans le cadre de la mise en place d'un vote, de réaliser cette session de formation et de recettes avant le scellement des données. Ensuite, la période de vote qui peut être, comme l'a dit Elisabeth, sur plusieurs jours dans le cadre d'un vote électronique. Et la phase de dépouillement qui est quand même simplifié et à la fois beaucoup plus rapide que peut-être un mode de scrutin à l'urne ou par vote par correspondance. On va pouvoir effectivement démarrer avec la première étape. Alors, c'est vrai que cette question revient assez souvent, surtout pour les entreprises qui mettent en place pour la première fois le vote électronique. Alors, Solène, je te coupe. Il y a Sabrina qui dit « Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Le premier tour doit avoir lieu 15 jours avant la fin du mandat max ». Dans la quinzaine, oui. Dans la quinzaine. C'est ça, puisqu'en fait, alors pourquoi la quinzaine, je le redis, c'est tout simplement parce que c'est le délai maximum entre le premier et le second tour. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. Donc, je reviens sur effectivement la première étape de la mise en œuvre d'un vote électronique. C'est vrai que la question revient assez souvent justement au niveau des entreprises qui n'ont jamais mis en place ce mode de vote. Alors, il faut, pour mettre en place un vote électronique, signer un accord d'entreprise, un accord collectif avec les partenaires sociaux qui va permettre effectivement de conclure finalement le recours au vote électronique. Alors, cet accord, il doit être signé avant la négociation du protocole d'accord préélectoral et il peut être effectivement à durée limitée ou illimitée. On dit plutôt indéterminé, déterminé. La question aussi revient assez souvent, à savoir, est-ce que je peux imposer le vote électronique au sein de mon organisation ?
La réponse est également oui, à savoir que la plupart du temps, on arrive quand même à signer un accord collectif, mais vous pouvez imposer le vote électronique en mettant en place une décision unilatérale de l'employeur, donc une DUE. Je ne sais pas, Christophe, s'il y a des questions dans... Il y a Pascal qui dit que c'est pas clair. Prenez un exemple concret, je ne sais pas de quoi il parle. Je pense qu'il... par rapport peut-être aux dates du premier tour? Par exemple, si on va prendre un exemple clair avec des dates, ça sera peut-être plus parlant. Oui, les dates. Voilà, je peux prendre effectivement le cas d'un client. Donc, ces mandats expirent le 4 avril. C'est un cas d'ailleurs qu'on avait vu avec Elisabeth dernièrement. Donc, ces mandats vont expirer le 4 avril. Il devra organiser son premier tour entre eux, et je n'ai plus la date en tête, mais je crois que c'était fin mars. Je peux prendre effectivement mon agenda, mais il faut repartir de cette date, remonter 15 jours avant, donc il nous déterminera effectivement la date du premier tour, et effectivement le premier tour devra démarrer entre fin mars jusqu'au 4 avril. C'est la date la plus tard. Alors, il y a une question de Charline qui demande si on peut prévoir la négociation du vote électronique dans le PAP. Alors, elle se fait, Elisabeth n'hésitera pas à intervenir, mais ça se fait en amont. Elisabeth, tu confirmes? Oui. Oui, pour la négociation de l'accord vote électronique, ça se fait en amont du protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral, on le verra dans la seconde partie, se négocie également, mais ne peut pas à lui seul prévoir la mise en place du vote électronique. Dans le protocole, on devra citer soit l'accord collectif qui prévoit le recours, soit la DUE. Mais c'est vraiment un processus qui arrive en amont du processus électoral et qui nécessite donc vraiment de signer un accord d'entreprise avec ses représentants syndicaux au sein de l'entreprise. Et donc qui permet d'autoriser le recours au vote électronique, qui sera cité dans le protocole d'accord préélectoral lors de la négociation ultérieure. Il y a Pauline qui demande si on peut recourir à une DUE même si on a un délégué syndical. Oui, puisque effectivement, la DUE, elle sert quelque part à imposer effectivement ce mode de vote. Donc oui, c'est effectivement possible. Et si je peux ajouter en complément, effectivement, c'est qu'il y a une jurisprudence qui a été donnée sur ce sujet, donc celle du 13 janvier 2021, qui vient préciser que donc l'employeur, lorsqu'il va négocier son accord collectif sur le vote électronique, devra tenter une négociation avec ses délégués syndicaux représentatifs dans l'entreprise. Si la négociation échoue, alors il pourra immédiatement recourir à une DUE. Il n'aura pas l'obligation de lancer une négociation dérogatoire, c'est-à-dire d'essayer de négocier avec un élu mandaté par le CSE ou bien un représentant de l'entreprise également mandaté d'une organisation syndicale. Ça répond à la question de Caroline. Il y a une question intéressante de Gwenaël qui dit « Mais si on a déjà mis en place le vote électronique dans l'entreprise pour un autre sujet et que ça a été validé, est-ce qu'on est obligé malgré tout de signer un accord concernant la mise en place du vote électronique pour le CSE ?» Alors, si l'accord d'entreprise, en fait, cela va dépendre du champ d'application et de l'objet de l'accord d'entreprise. S'il prévoit le recours au vote électronique uniquement pour des consultations dans le cadre du CSE, par exemple, alors effectivement, il faudra re-signer un accord d'entreprise qui prévoira la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections CSE à venir. Ça marche. D'ailleurs, Elisabeth, concernant la signature de cet accord, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, de ce qu'on voit, c'est que la plupart des accords collectifs qui sont signés sont plutôt à durée illimitée. Oui. Tout à fait. Alors, on va y revenir par la suite sur toutes ces questions de protocole d'accord. Oui, bien sûr. Une fois que Solène aura présenté toute la démarche à suivre, Elisabeth répondra à toutes les questions sur la négociation, le protocole d'accord, la mise en place, etc.
C'est vrai qu'on en est au début, il y a encore quand même quelques slides à dérouler. Je rebondis juste sur une question qui est posée par Arnaud, et j'allais y venir justement. Alors, lorsque vous faites appel à un prestataire de vote électronique, effectivement, nous, on est amené à vous transmettre des modèles de documents, que ça soit un modèle de DUE, que ça soit un modèle d'accord, et également, c'est le sujet du slide d'après, un modèle de protocole d'accord. Nous, on vous encouragera à utiliser nos modèles de documents, puisque ce sont des modèles effectivement qui sont rédigés, dirigés vers le vote électronique. Donc effectivement, on a des modèles à vous fournir. Alors, concernant effectivement le protocole d'accord, ça c'est un document des plus importants. Effectivement, c'est le protocole d'accord qui va définir finalement les différentes modalités de mise en œuvre d'une élection. Il y a un travail avant la négociation qui est à faire en relation avec le calcul des effectifs, mais aussi le calcul des collèges, la détermination des collèges électoraux. Donc, l'invitation des organisations syndicales également. Donc, il y a tout un travail de préparation qui est à faire en amont. Nous, dans le cadre de cette négociation du protocole et surtout dans le cadre de la détermination des listes électorales, on a effectivement souvent la question qui revient concernant les prestataires et les salariés mis à disposition. La question est de savoir est-ce que je les prends en compte ou pas dans la liste électorale. Alors, la réponse est oui, si les salariés mis à disposition ont une présence continue à minima de 12 mois dans l'entreprise. Vous pouvez effectivement, ils font partie effectivement des effectifs, à savoir s'ils seront votants ou non, charge à l'entreprise d'adresser un courrier à la société du prestataire pour leur poser directement la question. Et ça, on en a parlé avec Elisabeth en amont, la recommandation qu'on vous fait par rapport à ce courrier, c'est d'indiquer une date, justement, une date d'échéance, une date de retour. Et passer cette date, vous partez du principe, si vous n'avez pas de réponse, que le prestataire ne votera pas aux élections. J'espère que c'est clair. Ensuite, on va passer effectivement à la partie négociation. Donc, cette négociation, c'est vrai qu'elle peut se passer sur une réunion ou plusieurs réunions. Ça dépend vraiment du contexte et de la situation dans l'entreprise. Donc, pour rappel, l'entreprise doit inviter les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise, mais également les syndicats représentatifs au niveau national ou interprofessionnel. Nous, ce qu'on vous recommandera en tant que prestataire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs très souvent, l'équipe commerciale, donc un membre de l'équipe commerciale intervient en amont de cette réunion de négociation pour présenter justement aux organisations syndicales le vote électronique, les modalités de mise en place, les différentes options effectivement qui sont envisageables ou non. Et c'est vrai que ce que nous disent la plupart de nos clients, c'est que ça simplifie par la suite vraiment la négociation. Donc, c'est vraiment effectivement ce qu'on vous recommandera, et nous, on est disponible pour intervenir. Alors, on a plein de questions dans le chat. J'ai pas vu les questions. Je te coupe, Solène. Oui. Je vais les reprendre. Un salarié mis à disposition est 100% en télétravail. Doit-on le considérer comme présent dans les locaux de l'entreprise ? Mais alors, ça dépendra, peu importe finalement s'il est en télétravail ou en présentiel dans les locaux, ce qui va compter, c'est le temps de présence en continu dans l'entreprise. Donc, on va vraiment se baser effectivement sur les 12 mois, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Ok, donc c'est sur les 12 mois en continu. Alors, sur la liste électorale, la présence requise n'est-elle pas de 3 mois pour être électeur ? Question de Pierre. Si tu veux répondre, toutes les questions un peu. Alors, par rapport à la question relative à la liste électorale, c'est de savoir si la condition pour être électeur, elle est effectivement de 3 mois pour l'ancienneté dans l'entreprise, à l'exception de la particularité effectivement des salariés mis à disposition. Pour eux, pour qu'ils puissent être électeurs, il faudra bien qu'ils aient une présence de 12 mois continue et qu'ils aient choisi expressément de voter dans l'entreprise. Une question aussi sur le nombre de collèges.
La société est composée exclusivement d'agents de maîtrise et de cadres. Un seul collège est-il nécessaire? Donc, sur la question de la détermination des collèges, le principe, c'est que le Code du travail prévoit 2 collèges obligatoires, un collège ouvrier employé et un collège agent de maîtrise, technicien, ingénieur et cadre. Et après, il est possible de déroger à cette règle, donc de prévoir un collège unique ou à défaut 3 collèges s'il y a plus de 25 cadres dans l'entreprise. Là, la question, c'était de savoir si il est possible de prévoir un collège agent de maîtrise plus Ouais. un collège cadre. Tout à fait. Ou si on peut en faire qu'un. Effectivement, donc là, ce sera une modification des collèges. Il est tout à fait possible de le prévoir dans le cadre de sa négociation du protocole d'accord préélectoral. Ça marche. Question spécifique là sur les intérimaires. Un intérimaire qui serait présent sur une durée supérieure à 12 mois, doit-il être comptabilisé dans les effectifs? Un intérimaire, Alors, pour les effectifs, donc le calcul de l'effectif, ça va permettre de déterminer le nombre de sièges à pourvoir. Et dans ce calcul-là, effectivement, on va prendre en compte les salariés en intérim au prorata de leur temps de présence sur les 12 derniers mois. Donc, Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je laisse la parole, Solène. Ok, parfait. Merci Christophe. Donc ça, c'était effectivement concernant la négociation et signature du protocole. Effectivement, si il n'y a pas d'organisation syndicale dans l'entreprise et que les organisations syndicales représentatives de branches ne répondent pas, l'employeur peut à ce moment-là effectivement fixer les modalités de façon unilatérale. Ensuite, donc par rapport, là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la préparation du scrutin et effectivement, on va revenir sur les spécificités qui sont liées au vote électronique. Donc, l'accord d'entreprise est signé, le protocole d'accord est négocié et signé également. Le chef de projet SLIB, donc qui sera effectivement l'interlocuteur unique du client, va pouvoir procéder effectivement au paramétrage de la plateforme. Pour ce faire, comment ça va se passer concrètement? SLIB va transmettre à l'entreprise certains fichiers à compléter qui vont effectivement être une base sur laquelle le chef de projet va s'appuyer pour paramétrer le système. Je pense notamment au fichier lecteur, au fichier candidat, à un fichier effectivement de données administratives. Vous allez demander à vos partenaires, à vos organisations syndicales de pouvoir vous transmettre leur candidature. Donc, on va attendre de cela les listes des candidats, les professions de foi et les logos des organisations syndicales. Pourquoi les logos? Puisque c'est tout simplement parce que les logos vont apparaître effectivement sur la plateforme de vote. Donc, cette étape, elle est importante. C'est des échéances qui vont être fixées dans le calendrier électoral qui sera validé par le chef de projet et également par vous. Donc, on va paramétrer le système de vote. Et comme je le disais effectivement en amont, avant scellement définitive de la plateforme, le site de vote va devoir être testé par les organisateurs du scrutin, les membres du bureau de vote et également les délégués de liste. On appelle cette étape la formation et la recette. Alors, dans le cadre d'un scrutin par voie électronique, je pense que c'est quand même important de le préciser. Vous avez effectivement un bureau de vote qui va être nommé. Ces membres du bureau de vote vont pouvoir surveiller effectivement la bonne tenue du scrutin. Donc, dans le cadre d'un vote électronique, on va générer effectivement des clés de déchiffrement. C'est des clés qui vont en fait sécuriser l'urne qui, dans le cadre d'un vote électronique, est digital. Donc, chaque membre du bureau de vote va se voir adresser ces clés de déchiffrement. On va ensuite, lors de cette séance, aller vérifier les informations. Donc, on va tout simplement aller sur la plateforme de vote, accompagné du chef de projet, pour vérifier que la liste électorale a bien été chargée, que la liste des candidats est bien dans le bon ordre, que la profession de foi a bien été rattachée. On va également aller plus loin en testant le système, en réalisant des votes à blanc.
Et effectivement, on va aller jusqu'au bout puisqu'on va même dépouiller les votes blancs pour s'assurer que la plateforme est bien conforme et respecte toutes déjà les recommandations CNIL et tout ce qui aurait été préparamétré en amont. Donc, c'est une étape. Il y a des recommandations spécifiques par rapport à la RGPD, demande Alexandra. Je n'ai pas entendu, pardon, Christophe. Est-ce qu'il y a une recommandation spécifique concernant la RGPD? Oui, alors c'est vrai que dans le cadre du vote électronique, on est amené à gérer des données sensibles de la part de nos entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a tout un système de sécurité, de certification qui est mis en place au niveau du prestataire, notamment. Je pense notamment à l'hébergement des données. Donc ce que dit la CNIL, c'est que les données doivent être hébergées effectivement à minima sur le territoire national. Nous, Slib, on est effectivement propriétaire de nos serveurs qui sont basés en Île-de-France. Donc, vous avez différentes, effectivement, modalités et mesures de sécurité qui sont mises en place dans le cadre du RGPD. Ce qui a évolué avec le RGPD, c'est que l'entreprise devait, en amont, faire une déclaration auprès de la CNIL. Ce n'est plus obligatoire. En fonction des entreprises, vous avez différents niveaux de sécurité qui sont exigés en interne. Nous, dans ce cas-là, on met en relation notre DPO en interne avec le DPO de l'entreprise pour effectivement s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont respectées. Tu peux expliquer ce qu'est un DPO pour les entreprises qui n'en auraient pas? C'est le grand directeur, c'est le grand directeur justement de la sécurité informatique, enfin de la sécurité des données. C'est vrai que j'ai donné un mot en anglais, c'est pas bien, mais oui, c'est le grand directeur de la sécurité des données. C'est le référent en l'entreprise sur la sécurité informatique, exactement, etc. Exactement. Donc, par rapport à la formation recette, j'espère avoir été claire. Alors, cette formation et cette recette, elle intervient, vous vous imaginez bien, en amont de l'ouverture du site de vote. Alors, pour vous donner, puisqu'on est quand même sur le thème du calendrier, on est à peu près une semaine, 10 jours avant l'ouverture du site de vote. Oh, c'est assez rapide, en fait. Alors, la réunion et la formation recette en elle-même, oui, ça peut être assez rapide. Christophe, ça dépend effectivement... En moyenne, c'est 1 heure. Ça dépend effectivement de ce qui peut être, avancé en réunion. Je sais que pour donner un exemple, nous, on se base effectivement sur les données qui seront transmises par l'entreprise. Il est possible que lors de cette réunion de recettes et de formation, l'entreprise se rende compte qu'il y a une erreur sur la civilité qui a été intégrée au site de vote. Alors, l'erreur ne vient pas de nous, puisque nous, on ne modifie aucune information, mais c'est vrai qu'on peut avoir des erreurs, je ne sais pas, par rapport à l'orthographe d'un nom, effectivement. Donc, la durée de cette réunion, elle dépend aussi des modifications qui sont à réaliser. Ouais, ça dépend de la qualité des données entrantes, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et cette réunion aussi, elle va être fixée dans le calendrier en fonction aussi des modalités de vote, et c'est le prochain sujet, en fonction des modalités de vote qui ont été effectivement fixées en amont. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on est en capacité, en tant que prestataire, de pouvoir envoyer les codes de vote. Donc, je rappelle, un code de vote, c'est un identifiant et un mot de passe qui seront nécessaires à l'authentification du site de vote. C'est Slib qui génère effectivement ces identifiants et ces mots de passe. Donc, on peut l'envoyer de différentes façons. Email, courrier ou SMS. C'est vrai que depuis quand même alors, je sais que moi, ça fait quand même quelques années que je travaille dans le secteur du vote électronique. Il y a quelques années, vraiment, le mode principal d'envoi des codes, c'était le courrier. C'est très difficile de proposer autre chose. Aujourd'hui, la tendance est vraiment inversée, puisque dans 80-90% des cas, l'envoi du matériel de vote est digitalisé, c'est-à-dire email ou SMS. Je rebondis sur, encore une fois, les recommandations de la CNIL. Vous avez compris, la CNIL vraiment régit l'organisation d'un vote électronique. Donc, elles ont évolué en 2019. Et c'est vrai que la CNIL, finalement, a déterminé différents niveaux de sécurité. Donc, ça va de 1 à 3.
ça va, on n'a pas non plus trop de niveau de sécurité, mais en fonction justement du niveau de sécurité, la CNIL impose des modalités d'envoi des codes, et notamment le fait de devoir envoyer les codes de vote via 2 canaux séparés, donc 2 canaux distincts. Donc, ça peut être, là, je vous parle de ce que font effectivement nos clients, ça peut être un envoi de l'identifiant par email, un envoi du mot de passe par SMS. Enfin, voilà, ça peut être un mix. Quand tu dis par SMS, c'est sur un téléphone professionnel? Ça peut être effectivement sur un numéro professionnel ou personnel. Tout dépend effectivement de ce que l'entreprise aura en base de données. Donc, en fonction des scénarios, ça diffère. On peut s'adapter effectivement à tout, dans le sens où on peut nous préenregistrer les adresses en base, les numéros de téléphone en base, mais on peut aussi laisser le choix à l'électeur, au votant, de saisir l'email de son choix ou le SMS de son choix. Je ne rentre pas non plus dans les détails, mais bien sûr, après une identification bien stricte de l'électeur. Ça marche. Voilà, donc ça c'est concernant effectivement les modalités d'envoi. Je ne sais pas si on a des questions sur le sujet, mais je vais effectivement continuer. Donc une fois effectivement que les modalités, enfin que les codes de vote ont été envoyés, la prochaine étape c'est effectivement l'ouverture du site de vote, hein, enfin. Donc le site de vote va s'ouvrir de façon automatique. Avec des dates et l'heure qui auront été préparamétrées. À savoir que nous, ce qu'on vous recommandera, c'est de pouvoir ouvrir le scrutin sur quelques jours quand même. C'est l'avantage du vote électronique, de pouvoir voter 24 heures sur 24, de tout support connecté. Donc l'intérêt à minima, c'est de pouvoir peut-être ouvrir le scrutin de 2 à 3 jours minimum. Dans le cadre d'une première expérience de vote électronique, hein, c'est important de préparer effectivement le scrutin. Nous, on a des dispositions qu'on rend disponibles à nos clients. Je pense notamment à l'assistance électeur qui accompagne effectivement les électeurs pouvant se sentir peut-être en difficulté. Alors nous, de par notre retour d'expérience, on s'aperçoit que c'est 3 à 4% des votants sur la plateforme qui finalement appellent cette assistance électeur qui sera disponible donc, pendant la durée du scrutin via un numéro vert, hein, donc gratuit pour le votant, et qui peut renseigner effectivement un électeur se sentant peut-être en difficulté ou ayant perdu ses codes de vote. On a également à la disposition, et j'insiste, hein, dans le cadre d'une première expérience de vote électronique, c'est vraiment important de communiquer hein, sur les modalités de vote. Donc, on met à la disposition de nos clients et des électeurs des notices sous différents formats. Ça peut être du papier, ça peut être un support PowerPoint, ça peut être aussi une vidéo qui accompagne vraiment le votant. Pendant la durée du scrutin, et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. En tout cas, c'est moi ce que j'ai, enfin, en rendez-vous, c'est souvent la demande que j'ai par rapport au suivi de la participation. Donc, via une console, un site d'administration, les membres du bureau de vote ont accès effectivement au taux de participation. Ça permet un peu de prendre la température pendant le scrutin, et ça nous permet aussi, enfin, ça permet à l'entreprise, pour dynamiser son taux de participation, de pouvoir envoyer des relances. Donc, nous, effectivement, on propose d'effectuer des relances en cours de scrutin, le dernier jour. Et effectivement, on se rend compte que ça peut impacter de façon positive le taux de participation. L'ouverture du scrutin se fait de façon automatique, hein, donc la fermeture du scrutin c'est pareil, tout se fait de façon automatique, et on pourra en fait par la suite procéder au dépouillement. Enfin, quand je dis par la suite, c'est finalement instantanément. Vous pouvez procéder au dépouillement. Donc la séance hein, est publique, hein, tous les salariés de l'entreprise peuvent participer à cette réunion. Le plus important, effectivement, c'est que ce soit que les membres du bureau de vote hein, puissent participer, puisque je vous le rappelle, c'est eux qui ont ces fameuses clés de déchiffrement hein, qui permettent d'ouvrir les urnes. Et une fois que les urnes sont ouvertes, l'organisateur clique sur un bouton et ça prend, alors moi en général je dis quelques minutes, mais les clients me corrigent puisque finalement ça prend quelques secondes, et on a effectivement directement accès à l'ensemble des documents nécessaires pour pouvoir
clôturer les élections et annoncer les résultats. Donc, il y a le PV CERFA qui est pré-complété. Donc, un vrai gain de temps. La liste d'émargement, tableau de la représentativité syndicale. Voilà, vous avez accès en tout cas à l'ensemble de ces informations. Et après, si nécessaire, vous devez effectivement organiser, si le quorum n'est pas atteint, un deuxième tour. La transmission des PV est à la charge effectivement de l'entreprise. Donc, vous devez effectivement, les membres du bureau de vote doivent signer les éléments et l'entreprise doit le transmettre donc, au centre de traitement des élections professionnelles et à l'adresse qui est le nouveau nom de la directe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Non, et c'est vrai que ce qu'on peut effectivement rajouter par rapport au scellement, ça, l'ensemble de nos clients seront unanimes. C'est vrai qu'en quelques secondes, le dépouillement est réalisé. Et c'est vrai, ce qu'on observe également auprès de nos clients, c'est que une entreprise, souvent, qui passe sur un mode de scrutin par voie électronique, ne revient pas, il ne faut pas dire jamais, mais ne revient pas en tout cas sur un mode de scrutin dit papier, urne, vote par correspondance. La signature des PV, elle est faite de manière électronique ou il faut les imprimer? Alors, pas encore. Christophe, tu prends de l'avance puisque c'est prévu prochainement. Mais aujourd'hui, effectivement, la signature de ces documents est manuelle. C'est réalisé par les membres du bureau de vote. Les solutions vont bientôt effectivement évoluer avec un module de signature électronique qui permettra effectivement de signer ces documents dématérialisés. Alors, il y avait une autre question que je n'ai pas prise tout à l'heure de Benjamin qui disait concernant la question défi nécessaire au niveau 2 ou 3, que peut-on utiliser? C'est vrai que j'en ai pas parlé, donc merci. Alors effectivement, tout à l'heure, je parlais de l'authentification à la plateforme. Donc vous l'avez compris, il faut un identifiant, un mot de passe qui sera généré de façon aléatoire par Slib. La CNIL, effectivement, en fonction du niveau de sécurité, recommande fortement, on va le dire comme ça, la mise en place d'une question défi. Alors, peut-être qu'Elisabeth en parlera, mais il y a eu, on utilisait beaucoup finalement la date de naissance. Il y a une jurisprudence par rapport à ça qui finalement ne recommande pas la date de naissance. Donc aujourd'hui, on peut déterminer différentes informations. Le tout, c'est d'avoir en tête que c'est l'entreprise qui nous transmet cette information. Donc il faut que ça soit une information en base. Voilà, moi je peux vous donner plusieurs exemples que je recommande ou un peu moins, mais par exemple le numéro de matricule. Il faut garder en tête que le numéro de matricule, finalement, peu de votants le connaissent par cœur. Donc, ça signifie qu'ils doivent aller sur leur fiche de paye le récupérer. Ça peut être le département de naissance, mais couplé à une autre information. En tout cas, c'est une information numérique qu'il faudra déterminer. Ça marche. Alors, il y a Mathilde qui demande si c'est intéressant pour les petites structures. Moi, comme ça, j'ai envie de répondre que c'est même plutôt recommandé pour les petites structures. Pourquoi? Parce que, alors, effectivement, il y a le gain de temps, alors qui est peut-être moins mesurable sur une petite entité, mais c'est clé en main. Vous n'avez pas de risque. Exactement. Tout le formalisme est fourni. Vous ne risquez pas de vous tromper dans la procédure. En ça, je pense qu'il y a un réel intérêt. C'est ça. C'est ça. Après, ça dépend aussi. Il y a petites entreprises et petites entreprises. Si vous avez des électeurs qui sont dispatchés sur le territoire national, et même à l'étranger, la plateforme, plusieurs langues sont disponibles sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on accompagne même des clients qui sont basés à l'étranger. Et tu as raison, Christophe, oui, en termes d'accompagnement, c'est des solutions effectivement packagées qui permettent de mettre en place un scrutin plus fin. Quand je dis plus facilement, en tout cas, vous êtes accompagné par un prestataire expert et on a les ressources nécessaires en interne, que ça soit technique, que ça soit juridique avec Elisabeth, pour vous accompagner le mieux possible. Soraya demande où est hébergée la plateforme. Je crois que tu l'as dit, en Île-de-France. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est une solution 100% française qui date de 99. C'est un peu la solution précurseur sur le marché français. Et à titre d'indication, nous, on organise plus de 700 élections
par an. Là, c'est vrai que le sujet, c'est vraiment les élections professionnelles, mais on est amené à organiser et à accompagner finalement tout type d'élections, que ce soit référendum, que ce soit assemblée générale, conseil d'administration. On a aussi des solutions qui permettent de procéder à des votes sécurisés, enfin des votes secrets, notamment pendant les réunions CSE. Donc, c'est vrai que le vote électronique, il s'est vraiment démocratisé et aujourd'hui, il s'étend à de nombreux domaines. Soraya insiste sur la partie sécurité des données et demande si les données sont backupées. Oui, et c'est une obligation. C'est une obligation, effectivement. Soraya a raison et je vais le préciser. En fait, les données sont automatiquement copiées sur des serveurs différents. Donc, il y a un système effectivement de backup qui est mis en place. Ça, c'est une mesure de sécurité supplémentaire. Si jamais vous avez effectivement pour une raison, alors il faudrait que ce soit une raison quand même importante, un serveur effectivement qui tombe pendant le déroulement des élections, le client n'est pas impacté puisque de toute façon, ces données sont backupées sur un autre serveur. Et je rajouterais même une chose par rapport justement à l'hébergement des données. Slib ne garde aucune information sur ces serveurs, puisqu'on attend effectivement le délai de recours dans le cadre d'une élection professionnelle qui est de 15 jours. Passé ce délai, nous, on supprimera l'ensemble des informations sur nos data centers et on l'attestera avec un PV de destruction auprès de notre client. Ça marche. Est-ce que c'est possible de le mettre en place pour des élections partielles? Oui, effectivement, on accompagne nos clients dans le cadre d'élections partielles. Donc, c'est effectivement possible. Il y avait pas mal de questions aussi sur les tarifs, mais ça, je vous invite en fin de webinaire à contacter Solène directement, qui vous fera une réponse adaptée à votre périmètre. Exactement. Super, merci Solène. Merci Christophe. On va passer à la suite. Avec Elisabeth, qui a déjà répondu à quelques questions. Et à mon avis, Elisabeth, tu vas avoir beaucoup de questions là. Je vois qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, tu vas nous parler du protocole d'accord préélectoral et donc tu vas nous donner 5 conseils. Mais on ne t'entend pas. Toujours pas. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Il faut que tu coupes ton haut-parleur. Ok, donc je commence cette présentation sur les 5 conseils pour la négociation réussie. Donc, comme Solène vient de vous présenter les différentes étapes du calendrier électoral, maintenant nous allons focuser donc, sur un point de ces grandes étapes, qui est le point de la négociation du protocole d'accord. Donc, tout d'abord, on va reprendre le contexte de définition et le périmètre de la négociation, rappeler le respect des principes généraux du droit électoral, décrypter ces 5 conseils et lors de la conclusion, nous verrons un dernier point relatif en cas d'échec des négociations. Donc, nous commençons par le contexte, définition et périmètre. Donc, comme je l'ai dit en début de webinaire, le CSE s'organise dans le cadre d'un effectif qui est d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. À ce moment-là, l'employeur est obligé d'organiser ses élections professionnelles et prévoir donc un protocole d'accord préélectoral qui va venir principalement indiquer la répartition du personnel des sièges et entre les collèges ainsi que les modalités d'organisation des élections dans le protocole d'accord. Ce protocole est un document écrit et il doit se faire donc avec des partenaires sociaux dans le cadre d'une négociation. À défaut d'interlocuteurs syndicaux, alors l'employeur fixera lui-même ses modalités. À quel niveau on va mettre en place le CSE? Il se met de manière générale en place au niveau de l'entreprise.
mais il est également possible de prévoir sa mise en place au niveau d'une UES, une unité économique et sociale, si elle est identifiée au sein de l'entreprise, ou bien par établissement distinct, s'ils sont également reconnus dans l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette partie définition, nous allons pouvoir passer donc, aux principes généraux du droit électoral. Donc, en amont des conseils, je vais simplement rappeler ici que... Une question de Frédéric. Oui. Qui demande si le protocole d'accord doit être fait avant chaque élection professionnelle ou une seule fois au sein de la même entreprise. Alors, le protocole d'accord préélectoral, lui, est bien négocié pour chaque élection. C'est vraiment un document, contrairement à l'accord d'entreprise dont on parlait tout à l'heure, qui prévoit la mise en place du vote électronique, qui peut être donc à durée indéterminée et donc utilisable pour différentes élections. Le protocole d'accord préélectoral, quant à lui, est vraiment propre à l'élection du CSE en cours. Si les élections, pour tous ceux qui vont préparer leurs élections pour fin 2022, début 2023, vous allez devoir négocier votre PAP. Et pour ce processus électoral, de manière générale, donc pour un mandat de 4 ans avec vos élus, et dans 4 ans, il faudra renégocier à nouveau ce document. Tu peux rapprocher ta source de son, s'il te plaît? Oui. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est okay. mieux. Super. Alors, est-ce que dans le PAP, nous devons définir des établissements distincts? Alors, c'était possible avant, mais maintenant, ce n'est plus possible de prévoir sa répartition d'établissements distincts dans le protocole d'accord préélectoral. Cette répartition va faire l'objet d'un accord d'entreprise en amont de cette négociation. Et après, le protocole reprendra les dispositifs de cet accord qui aura été négocié en amont. Ok, je te laisse continuer. Donc, nous arrivons aux principes généraux du droit électoral. Donc, ici, on rappelle que le protocole d'accord préélectoral et dans le cadre de sa négociation devra évidemment respecter les dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment les principes généraux du droit électoral, donc notamment la neutralité de l'employeur, la liberté et secret du vote, la sincérité des opérations électorales. Un exemple ici qui a été rappelé récemment d'ailleurs dans une jurisprudence, c'est le vote blanc, qui est une liberté fondamentale pour l'électeur, d'avoir la possibilité de voter blanc. Et donc, dans le protocole d'accord préélectoral, par exemple, il n'est pas possible de prévoir une interdiction au vote blanc, ou bien d'exclure cette modalité de vote. Donc, c'est important, dans le cadre de ces négociations, de bien respecter ces principes fondamentaux. C'est un préalable nécessaire qui nous conduit à rentrer désormais dans les 5 conseils pour réussir sa négociation. Et tout d'abord, commençons avec l'invitation des participants. Donc, concernant l'invitation des participants, qui doit-on inviter à cette négociation? Donc, le protocole d'accord est un document qui est différent des accords d'entreprise, et donc c'est la raison pour laquelle les invités ne sont pas les mêmes. Ici, il va falloir inviter des organisations syndicales donc représentatives dans l'entreprise, mais également les sections syndicales et les syndicats affiliés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ici, on parle des 5 grandes organisations syndicales qui sont connues de tous et qui sont la CGT, FO, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Donc, ces organisations syndicales, même si elles ne sont pas représentatives dans votre entreprise, devront être invitées à la négociation et par courrier. Donc, la recommandation est le courrier recommandé avec accusé de réception pour pouvoir constituer une preuve de cette invitation. Il y a Johan qui demande s'il n'y a pas obligation de prévoir un accord sur le périmètre distinct du protocole d'accord préalable. Alors, si cette question, c'est de savoir un accord sur le périmètre distinct du PAP. Ouais. Peut-être préciser cette question. Oui, s'il est possible de préciser cette question.
car s'il s'agit des établissements distincts, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'était effectivement, ça nécessite bien un accord d'entreprise distinct. Cette répartition ne pourra pas faire l'objet du PAP, ce qui était le cas avant. Donc, c'est effectivement une nouveauté et il ne faut pas prévoir cette distinction dans le PAP. Je pense que c'était ça. Oui. Donc, concernant les invitations, nous invitons donc les organisations par courrier. Et également, il faut informer par tout moyen les organisations syndicales qui satisfont aux critères respect des valeurs républicaines et qui sont constituées légalement depuis au moins 2 ans. Donc, ces organisations syndicales, elles ne sont pas toujours connues. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour satisfaire à cette obligation, il suffit de réaliser un affichage au sein de l'entreprise sur les tableaux de direction. Donc, c'est bien important de respecter cette première obligation. Et c'est donc le premier conseil, de bien inviter tous ces participants, puisque le non-respect de cette règle peut entraîner l'annulation de l'élection. Nous continuons sur le deuxième conseil, faire mention des clauses obligatoires. Donc, qu'est-ce qu'on va indiquer dans notre protocole d'accord préélectoral? Il y a Mathilde qui dit, si on ne connaît pas, excuse-moi de te couper, Elisabeth, si on ne connaît pas nos OS et autres, un simple affichage suffit-il? Alors non, comme je le précisais bien avant, l'affichage est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il faut bien inviter donc les autres organisations syndicales représentatives au niveau national par courrier recommandé. Et s'il n'y a pas d'autres organisations syndicales ou sections dans l'entreprise, coupler ces 5 courriers recommandés d'un affichage en interne dans l'entreprise. Merci. Donc, concernant les clauses obligatoires, donc le PAP doit prévoir la négociation de la répartition du personnel entre les collèges électoraux et répartir ces sièges entre ces différents collèges et les modalités d'organisation et de déroulement du vote. Donc ça, ce sont les clauses qui sont à négocier avec les délégués syndicaux à la table des négociations. Et il faut également faire mention de clauses qui doivent apparaître dans le protocole, donc notamment la proportion d'hommes et de femmes entre les collèges est une mention obligatoire. Si vous souhaitez envoyer de façon dématérialisée les résultats des élections de vote, c'est également une mention qui doit figurer dans le PAP. Et concernant donc le vote électronique, évidemment, donc, le PAP doit bien faire mention de l'accord d'entreprise ou de la DE qui autorise le recours au vote électronique. Après, d'autres clauses peuvent être négociées de façon plus générale. Alors, il y a une clause là sur la parité. J'ai une question de Sony qui demande si aucun homme ou femme ne se présente sur une liste, quid de la parité et du risque d'invalidité? Donc ça, c'est une question qui concerne effectivement la parité des listes de candidats, qui n'est pas en fait à prévoir dans le cadre de la négociation du PAP. Ce sera une autre étape dans le cadre du protocole du calendrier électoral. Ici, on va vraiment indiquer simplement la proportion d'hommes et de femmes qui est affichée dans le collège électoral et qui permettra de constituer ces listes de candidats. Mais il n'y a pas d'équilibre nécessaire à avoir. Les listes de candidats devront respecter cette parité. Il devra y avoir comme un effet de miroir entre les listes de candidats qui seront présentées et la parité, la proportion d'hommes et de femmes qui sera indiquée dans le PAP. Ok, donc si dans l'entreprise, il y a une proportion de 40-60, il faudra que cette proportion soit respectée dans les listes. Oui, tout à fait. Voilà, sur les listes de candidats qui seront déposées, elles devront respecter cette proportion qui aura été indiquée dans le PAP et qui doit être affichée dans l'entreprise comme information. Donc justement, faisons un focus sur cette proportion homme-femme, donc qui est effectivement le premier point concernant la parité et qui permettra par la suite, dans le cadre du processus électoral, d'indiquer, d'avoir des listes de parité conformes.
Donc, concernant la proportion d'hommes et de femmes, comme je le disais, elle doit bien faire mention dans le PAP, et ces listes de candidats devront respecter cette parité. Il faut savoir que donc ça, c'est une mention légale et que l'employeur a l'obligation de faire figurer cette donnée. Elle ne peut pas demander à la DRETS, par exemple, de se positionner sur cette information. Mais si ce n'est pas possible dans la pratique? Qu'est-ce qui ne serait pas possible? De prévoir cette proportion? Non, qu'au niveau des listes, tu aies effectivement ce ratio. Ça invalide la procédure? Alors, le fait de ne pas respecter la parité sur les listes de candidats n'invalide pas l'élection. Elle va simplement, si la liste est contestée et la candidature qui ne respecte pas la parité n'est pas conforme, alors le juge pourra en fait invalider le candidat. Mais cela n'est pas un motif d'annulation de l'élection. Ça marche. Donc, ce qui nous amène à un troisième conseil. Donc, maintenant que l'on a invité tous nos participants à la négociation, que nous avons constitué notre document, notre protocole d'accord préélectoral, il faut cette fois-ci négocier donc avec les partenaires sociaux des deux points qui ne sont pas prévus par le Code du travail, donc qui sont la répartition du personnel et des sièges entre les collèges. Donc, avant de pouvoir négocier ce point-là, il faut prévoir donc cette répartition. Comme je le disais tout à l'heure, il y a en principe 2 collèges et il peut également y avoir des exceptions via un collège unique ou 3 collèges. La détermination des sièges, elle est liée à l'effectif. Donc, c'est un décret qui prévoit simplement qu'en fonction de votre effectif, vous aurez un certain nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. Donc, quand vous avez réalisé ces étapes, vous pouvez ensuite donc, commencer vos négociations. Il faut savoir que c'est... Oui ? Johan demande à quelle date on doit arrêter la liste électorale. Donc, concernant la liste électorale, elle contient, donc elle a des électeurs. Qui sont électeurs? Donc, ce sont les salariés de l'entreprise qui ont 16 ans révolus, qui ont 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date du premier tour de l'élection. Donc, ça, ce sont les personnes qui vont figurer sur votre liste. Ensuite, donc pour constituer votre liste électorale, il faut vous positionner à la date du premier tour de l'élection. Ok. Pascal demande pourquoi parlez-vous de négociation puisque le nombre est fixé? Donc, la négociation, effectivement, c'est bien cette deuxième étape, c'est la répartition. Donc, avant de pouvoir rentrer dans les négociations, il faut quand même définir son nombre de sièges. Donc, par exemple, si vous avez entre 100 et 190 salariés dans l'entreprise, il va y avoir un nombre de sièges afférents. Donc, quand on a déterminé ces sièges, ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans la négociation, puisque comme le Code du travail ne prévoit pas cette répartition, il faut se mettre d'accord avec son délégué syndical. Donc, pour la répartition des sièges entre les collèges, donc ça va être de définir donc ce siège, combien on va attribuer de sièges, par exemple, au collège. Si on a un collège ouvrier employé et un collège agent de maîtrise, ingénieur et cadre, et que l'on a 4 sièges à pourvoir, eh bien, en fonction de l'effectif que l'on a réparti entre ces collèges, on va déterminer, donc, par exemple, si on a des collèges à peu près équivalents, de manière générale, on va attribuer 2 sièges au premier collège et 2 sièges au deuxième collège. Une question de Charline qui dit si le nombre de sièges a baissé par rapport à l'élection précédente et que lors des négos, on nous demande de garder l'ancien nombre de sièges. Est-ce qu'on est obligé d'accepter? Donc là, ça ne rentre pas dans le cadre de la négociation, puisque si l'effectif a diminué pendant les 12 mois continus précédant l'élection, le seuil en fait réglementaire donc, sera abaissé. Et donc, l'obligation légale est bien d'avoir, en fonction de son effectif au moment de l'élection, un nombre de sièges associés. Donc, c'est vraiment lié à l'effectif. Donc, il n'y a aucune obligation d'accepter à maintenir un nombre de sièges supérieur à ce que la loi prévoit. Tout à fait. Et par contre, il faut quand même rester vigilant si jamais on est proche d'un seuil du palier suivant, puisqu'effectivement, si jamais dans les mois qui viennent, vous savez que vous allez embaucher un certain nombre de CDI et que vous êtes très proche d'un seuil supplémentaire, il est
peut-être bon de négocier avec les partenaires un siège, dès lors un siège supplémentaire, puisque vous savez que l'effectif va augmenter. Alors, il y a une question de Benjamin qui dit, est-ce que, concernant l'éligibilité des candidats, est-ce que c'est à l'entreprise de faire un recours si sur une liste, tu as un candidat, par exemple, qui ne respecte pas les conditions, c'est-à-dire, par exemple, qui a moins de 18 ans? Alors, s'il y a une... Alors, sur les listes de candidats, s'il y a une personne qui ne remplit pas les conditions, effectivement, il est possible de saisir le tribunal judiciaire pour demander à ce qu'il y ait un recours sur la liste de candidats. Et sur ce candidat en particulier, il est possible d'effectuer un recours. De la même façon, sur la liste électorale, si une personne a été identifiée, puisque sur la liste électorale, on va bien indiquer les électeurs, mais également à côté des noms de chacun, on va indiquer s'ils sont éligibles ou non. Et donc, dans ce cas-là, si on s'aperçoit qu'un électeur a été identifié comme éligible alors qu'il ne l'est pas, il est également possible, dans les 3 jours qui suivent l'affichage, de contester la liste électorale par un recours auprès du tribunal judiciaire. Victoria dit, j'ai pas bien compris, il faut négocier le nombre de sièges, il est prévu par... En fait, Victoria, il ne faut pas négocier le nombre de sièges, il faut négocier la répartition. Tout à fait. Le nombre de sièges, effectivement, il est prévu par la loi et ensuite, on va le répartir entre les différents collèges. C'est ça qui va être négocié. Tout à fait, c'est la slide qui est affichée à l'écran. C'est vraiment cette slide-là qui est à négocier. C'est-à-dire qu'il y a 2 points qui n'est pas prévu par le Code du travail et donc qui sont le fait de décider de combien de salariés, donc la répartition des personnels dans chaque collège. Donc, c'est-à-dire en fonction des... Donc, il y a des indices qui sont donnés pour pouvoir faire cette répartition, donc notamment la nature des fonctions réellement exercées, donc pour pouvoir considérer que les salariés sont catégorie ouvrier et dans ce cas seront rattachés au premier collège. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la négociation de ces deux aspects de répartition? Oui, il y avait Mathilde qui demandait si c'était la même obligation pour les élections partielles et si on devait se référer au siège fixé lors des élections initiales. Donc, pour l'élection partielle, il n'y aura pas de renégociation de la répartition. De manière générale, l'élection va s'organiser sur les sièges qui sont vacants. Donc, dès lors que l'on a une élection partielle qui s'organise, effectivement, on va venir, si elle n'intervient pas dans les 6 mois qui précèdent la nouvelle élection, alors il faudra l'organiser et donc pour voir les sièges qui sont vacants. Ok, donc on passe au conseil numéro 4 qui est de bien, maintenant que l'on est d'accord sur ces points-là, donc il faut négocier loyalement le protocole d'accord préélectoral, c'est-à-dire qu'il faut organiser au moins une réunion, donc celle qui est obligatoire, si ce n'est plus. Si vous avez besoin de plus de réunions, il faut les prévoir et mettre à disposition des syndicats les documents nécessaires pour qu'ils puissent avoir des échanges loyaux. Donc ici, par exemple, le contrôle de l'effectif, donc le fait de communiquer, le registre unique du personnel aux salariés, aux délégués syndicaux, c'est un moyen d'information qui doit être communiqué par l'employeur. De la même façon, par exemple, agir dans la précipitation, c'est quelque chose qui a été jugé, en l'occurrence par une jurisprudence récente, comme étant une négociation non loyale. Et donc ici, la jurisprudence récente, celle que je vous cite, c'est celle du 12 juillet 2022 qui prévoit que en fait, l'employeur a l'obligation de négocier loyalement en communiquant donc les informations et nécessaires aux organisations syndicales et en n'agissant pas dans la précipitation. Et il ne peut pas immédiatement saisir la DRETS, par exemple, pour répartir ses personnels et ses sièges entre les collèges. Il doit tout de même tenter de négocier. Et ensuite, c'est seulement en cas d'échec qu'il pourra saisir la DRETS pour lui demander de faire cette répartition.
Donc, c'est vraiment un préalable impératif. Alors Benjamin nous demande, nous confirmez-vous que les listes électorales doivent mentionner l'éligibilité des salariés? Oui, je vous confirme que dans le cadre des listes électorales, les listes électorales vont souvent elles vont indiquer le nom, prénom des électeurs. Et donc, souvent, on va également indiquer une donnée telle que l'âge et l'ancienneté, ce qui permet justement de contrôler la condition d'électorat et d'ancienneté, donc les 3 mois pour être électeur et les 12 mois pour pouvoir être éligible. Et donc, il aura fait mention de la possibilité pour chaque électeur d'être candidat ou non. Ok. Ok, donc on passe au dernier conseil. Maintenant qu'on a invité tous nos syndicats, que nous sommes donc réunis, que les négociations se sont bien déroulées puisque les informations ont été communiquées aux délégués syndicales et que l'on s'est mis d'accord sur cette répartition des personnels et des sièges entre les collèges, on va pouvoir signer ce document écrit qui est le protocole. Et quelles sont la signature à recevoir? Puisque comme je l'ai expliqué, oui. Avant de signer, Elisabeth, une question d'Olivia qui demande quelle est la date retenue pour figer l'effectif dans le PAP? Oui, donc ça, c'est une question qui revient très souvent dans le cadre de sa constitution. Il va falloir déterminer ses effectifs pour pouvoir, comme on l'a expliqué, savoir le nombre de sièges que l'on va avoir à pourvoir. Et donc, pour ce calcul de l'effectif, la règle est que l'on doit se positionner au premier tour de l'élection. Mais souvent, la négociation, elle intervient en amont, et donc il est difficile d'avoir un effectif projeté réel. Donc, dans la pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on arrête l'effectif le mois qui précède la négociation du PAP. Donc, si votre négociation est aujourd'hui, intervient le 20 octobre 2022, il est possible de prévoir d'un arrêt des effectifs au 30 septembre 2022 en indiquant cette date et cet effectif dans le PAP. C'est un calcul d'effectif en ETP? Tout à fait, en ETP, donc en équivalent temps plein, notamment pour les CDD et les intérims, donc ils seront proratisés au temps de présence sur les 12 derniers mois et au temps de travail. Donc les salariés en temps partiel sont proratisés en fonction de leur temps de travail. Ça marche. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions concernant les modalités pratiques et que l'on est prêt à signer, on va pouvoir donc recueillir les signatures. Et donc, comme ce n'est pas un accord d'entreprise, ce n'est pas les mêmes conditions de signature qui sont requises. Ici, on parle de double majorité. Donc, pour pouvoir valider son PAP, on va devoir recueillir d'une part la majorité des participants. Donc, si vous avez 3 personnes qui sont venues négocier votre PAP, vous devrez avoir au moins 2 personnes sur les 3 qui vont signer. C'est la première condition. Et la deuxième, c'est la majorité des organisations syndicales, en majorité des suffrages exprimés. Donc, là, cette fois-ci, on va regarder les organisations syndicales représentatives dans votre entreprise et s'assurer que vous avez au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections. Donc, on reprend notre exemple où on a 3 participants autour de la table. Sur les 3, il y a 2 organisations syndicales qui sont internes à l'entreprise et représentatives, qui ont respectivement 40 et 60% de suffrages exprimés, et un syndicat extérieur. Donc, pour signer, il faudra au moins 2 présents et du coup que le syndicat qui a 60% des suffrages exprimés soit signataire du PAP. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces signatures. Donc, c'est une particularité qui est propre à cette négociation et donc qui nécessite une double signature, sachant que la validité du PAP s'apprécie au jour de cette signature. Alors, est-il possible de prévoir la signature unanime des OS représentatifs sur la seule modification des collèges et pas sur l'ensemble du PAP? Donc,
c'est une question qui anticipe la slide que je viens de passer. Donc, il y a une particularité pour la modification des collèges, effectivement, ou l'organisation du scrutin en dehors du temps de travail, qui requiert effectivement l'unanimité des organisations syndicales représentatives. Alors, s'il n'y a pas d'OS, la signature du dirigeant est-elle la seule nécessaire? Tout à fait. S'il n'y a pas d'organisation syndicale, de participants qui est venu à la négociation, l'employeur fixe unilatéralement les modalités, sa répartition et le déroulé du vote. Et il, en fait, fixe unilatéralement ces éléments. Véronique qui te remercie pour la maîtrise juridique du sujet. Je tenais à le souligner quand même. Alors, peut-on amender le PAP s'il ne prévoit pas les modalités d'élection partielle? Alors, le PAP peut prévoir effectivement un avenant. Il est possible de prévoir un avenant au PAP. Dans ce cas-là, il faudra que l'avenant soit constitué de la même façon que le protocole. Donc, il faudra que l'avenant requiert également une double majorité de signataires. Et il faudra refaire revenir à la table des négociations les mêmes participants que ceux initiaux. Sachant que, je ne sais plus si nous l'avons précisé, pour le vote électronique, il est tout à fait possible de prévoir les élections, que les élections s'organisent par voie électronique, et pour les élections partielles également, de recourir au vote électronique. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions relatives à la signature du PAP et à ses conditions de validité, nous allons pouvoir passer à la dernière slide qui a trait au cas de désaccord, c'est-à-dire si jamais donc là vous n'arrivez pas à trouver d'accord avec vos partenaires sociaux. Comment cela se passe? Donc, en cas de désaccord sur la répartition des sièges et des personnels entre les collèges, donc dans ces cas-là, il faudra saisir l'autorité administrative qui est l'adresse du siège social de votre établissement. Dans ces cas-là, ce sera l'adresse qui va se positionner pour répartir ses personnels et ses sièges entre les collèges. Et ensuite, cette répartition faite redonnera la possibilité à l'employeur de fixer les modalités de déroulé du vote. Si jamais l'adresse ne répond pas dans les 2 mois ou qu'elle répond mais que la décision n'est pas satisfaisante, alors il est possible de faire un recours auprès du tribunal judiciaire. Il faut savoir que sur cette partie-là, dans le cas où une saisine est opérée, alors les mandats seront prorogés, puisque, comme on le disait dans le calendrier électoral tout à l'heure, de manière générale, on va fixer son calendrier électoral, donc la date du premier tour de l'élection, dans la quinzaine qui précède la fin des mandats. Donc, si lors des négociations, on ne se met pas d'accord et qu'on doit saisir l'autorité administrative, cela prend 2 mois, voire plus s'il y a un recours. Alors, dans ces cas-là, le Code du travail prévoit que les modalités, que les mandats sont prorogés jusqu'à la décision finale et l'organisation des élections. Il y a un deuxième point qui peut faire l'objet de désaccords, c'est celui des modalités d'organisation et de déroulement des élections. Par exemple, vous êtes en train de négocier votre PAP et finalement, vous souhaitez recourir à la modalité vote électronique, mais les participants ne le souhaitent pas. Dans ces cas-là, il est possible de saisir le tribunal judiciaire pour pouvoir avoir le tribunal qui statue sur ces modalités de vote et puis finaliser le déroulé de votre élection. Il faut savoir que si jamais il y a une jurisprudence qui a été rendue récemment et que si jamais l'employeur décide d'organiser l'élection par voie électronique et que un syndicat n'était pas d'accord mais finalement présente sa candidature sans émettre de réserve, alors il ne sera plus en position de pouvoir contester le PAP et demander l'annulation du scrutin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cas de désaccord qui peut se rencontrer dans le cadre de la négociation de son PAP? Il y a quelques questions qu'on va prendre. Alors,
Alors, il y avait Johan qui reposait une question qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Les CDD de remplacement doivent-ils être pris en compte dans les effectifs? Idem pour les intérimaires. Effectivement, les CDD de remplacement et pour les intérims, c'est la même réflexion. En cas de remplacement, on ne va pas les prendre en compte dans l'effectif, puisque en fait, on va comptabiliser la personne qui est remplacée. Elle va compter en manière générale, donc elle va être en CDI, elle va compter pour un ETP. C'est la raison pour laquelle on ne les prend pas en compte dans l'effectif. En revanche, les CDD en remplacement sont à prendre en compte dans l'électorat s'ils remplissent les conditions. C'est une spécificité. Alors, on va prendre les questions. Il nous reste un peu de temps. Comment procède-t-on pour réaliser les listes en fonction de la parité homme-femme? Enfin, comment procède-t-on? Si je lis, comment procède-t-on pour réaliser les listes en fonction de la parité homme-femme? Donc, pour la parité homme-femme, il va falloir se référer à la proportion homme-femme qui aura été indiquée et publiée par l'employeur. Et donc, en fonction de cette parité, comme on l'expliquait, si l'on a une représentation de 60% de femmes et 40% d'hommes, alors la liste de candidats devra bien respecter cette parité. Et après, on va indiquer ces candidats de façon alternée entre hommes et femmes et commencer de manière générale par le sexe le plus représenté. Alors, si les dates retenues dans le PAP pour le premier et le deuxième tour sont antérieures à la date de fin de mandat en cours, à quelle date s'arrêtent les mandats des élus en place? Je relis la question, pardon. Si les dates pour le premier et le deuxième tour sont antérieures à la date de fin des mandats en cours, quelle date s'arrête la date des élus en place? C'est-à-dire si... donc en fait, c'est la date de fin des mandats et elle doit bien intervenir dans les 15 jours qui précèdent la date du premier tour de l'élection. Ce qui permet en fait de pouvoir, lorsque le premier tour a lieu et que les élus sont proclamés, donc on a la nouvelle instance qui va prendre ses fonctions. Je ne sais pas si vous avez bien répondu à la question, s'il peut y avoir une précision également. Peut-on prévoir pour la modification des collèges l'unanimité sur ce point, mais la double majorité pour les autres clauses? Ou alors prévoir 2 accords différents? Alors, pour la modification des collèges, cela peut être fait dans un accord distinct, tout à fait, puisqu'il s'agit d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, mais c'est aussi quelque chose qui peut se prévoir immédiatement dans le PAP, dès lors que les signatures nécessaires sont recueillies. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, où on a 3 participants, dont 2 qui sont représentatifs dans l'entreprise, cette fois-ci, si on décide de modifier les collèges, on aura besoin des 2 présents et des 2 représentatifs dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire celui qui avait 40% de suffrages exprimés et celui qui en avait 60%. Alors, il y a des questions sur les notions de marié, pacsé, beau-frère, belle-sœur. Oui. J'ai vu passer ça tout à l'heure. Voilà, l'inéligibilité familiale vaut si les personnes ne sont pas mariées? Alors, en ce qui concerne les conjoints, pax, mariés, frères, ascendants, descendants et sœurs, effectivement, c'est le Code du travail qui fixe cette interdiction de pouvoir être éligible et donc de pouvoir se présenter en tant que candidat. Alors, est-ce qu'un salarié syndiqué peut représenter un syndicat en leur absence? Lors de cette question concerne la négociation, c'est-à-dire est-ce qu'il peut venir négocier? Oui. Donc, il est tout à fait possible que le syndicat se fasse représenter par un salarié mandaté. Il faudra dès lors qu'il ait un pouvoir qui lui permette cette négociation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le replay de ce webinaire et les présentations, vous pourrez les télécharger directement sur MyRHline
au plus tard lundi. Au plus tôt demain, au plus tard lundi. Bah, écoute, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ok. Bon, on a des merci beaucoup, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Super. Je ne sais pas si Solène, elle, est partie. Non, je suis là. J'ai coupé la caméra, mais je suis là. Eh ben, écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver le replay sur MyRHline. Je vous ai mis le mail contact je l'ai mis dans le chat, c'est sleep.com. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une question, je vous le remets directement. Évidemment, Solène et Elisabeth sont aussi sur LinkedIn, vous pouvez les contacter directement. Et puis, je vous l'avais dit tout à l'heure, pour tout ce qui est question, tarifs, mise en place, etc., contactez-les directement sur l'email que je viens de vous donner. Envoie des slides, c'est ce que je vous disais, ils seront téléchargeables avec le replay directement sur MyRHline. Super, je vous remercie. Merci Elisabeth, merci Solène, c'était enrichissant. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci à toutes les deux. Merci Christophe. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.